Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et vendredi à partir des 16 heures juste. Bienvenue à ce magazine Actu 60. Nous recevons pour vous un fils du pays, le coordonnateur national du cercle axiologique, Monsieur Olivier Sambaï, avec qui nous allons parler par rapport à leur organisation. Il va un peu nous définir qu'est-ce que le cercle axiologique, quels sont les objectifs assignés, la vision globale, et puis sur d'autres questions d'actualité du pays, entre autres la situation sécuritaire de l'Est, la situation sociale et économique du pays, et puis la politique générale de la RDC. Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur Olivier Sambaï, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, le moins qu'on peut, avec la situation actuelle du pays, à Kinshasa, ça va, à l'Est, ça ne va pas, Bukavu, Goma, Walikale, tous les territoires, secteurs, villes, villages de l'Est, des cœurs avec nos compatriotes de l'Est pour ces moments presque apocalyptiques que vous êtes en train de vivre. Je pense qu'ils auront l'occasion de suivre cette émission, qu'ils trouvent ici toute notre compassion par rapport aux situations dramatiques qu'ils sont en train de traverser. Et nous sommes en train d'espérer, avec tout ce que nous sommes en train de mener comme action, que le gouvernement va finir exactement par entendre nos desiderata, nos recommandations, les notes techniques qu'on transmet pour qu'on puisse rapidement trouver une solution. Quand même que la solution sera trouvée, il y a des familles qui sont vraiment détruites, des orphelins, il y a des veuves, des nouveaux orphelins, des nouvelles veuves, des nouveaux veufs. La situation est très compliquée, des personnes qu'on ne pourra plus jamais remplacer. Des cœurs avec vous et la paix rapidement va être rétablie à la partie est de notre pays. Et voilà, vous êtes le coordonnateur du cercle axiologique. C'est quoi le cercle axiologique? Tout d'abord, je vous remercie pour cette émission. Le fait que vous soyez déjà là, ça montre que vous accordez déjà l'importance à ce que nous sommes, à ce que nous faisons. Le cercle axiologique, c'est une ASBL qui lutte contre les antivaleurs sous toutes ses formes, qui milite pour l'instauration des valeurs dans tous les secteurs de la vie nationale, qui travaille dans le but d'offrir à la société des personnes vertueuses. Voilà ce qui est déterminé même dans la fiche, pour une société des personnes vertueuses, et qui travaille aussi dans le sens d'amener les autorités politiques de réaliser l'alliance entre la science et la politique. Parce que c'est une espèce qui fait la promotion des valeurs scientifiques et des valeurs morales. C'est la science et la morale qui sont au cœur des activités des cercles axiologiques SNEL. La dénomination n'est pas mystique, parce que lorsque on ne maîtrise pas les concepts, on peut croire à la Que mysticité ça derrière. ressemble à une loge. Dans l'instant faux, ce n'est pas une loge mystique, mais s'il faut parler en termes de loge, comme le lieu secret où les gens se cachent, c'est un lieu secret où les gens se cachent pour découvrir la connaissance scientifique et la connaissance éthique et morale. C'est simplement ça. Si le Congo va mal, l'Afrique va mal, c'est parce que nous sommes en crise, deux types de crises, crise de rationalité et crise de moralité. Alors, cet aspect est créé dans le but de résoudre cette crise. La crise de rationalité, la crise de moralité. La crise de rationalité empêche à ce que les résultats des recherches scientifiques soient mis en pratique. Or, la société, son développement, c'est la science qui peut développer. La crise de moralité fait que tous les détournements que vous avez, parce que ceux qui accèdent à la gestion de la chose politique depuis plusieurs décennies ignorent la finalité de la géopolitique. C'est la crise des moralités. Mais ceux qui commettent ces genres de détournements sont soutenus par le pouvoir eux-mêmes. Comme on peut dire, les loups ne se mangent pas entre eux. Je suis en train de dire ceux qui accèdent à la gestion de la chose publique ignorent la finalité de la géopolitique. On ne vient pas politique pour s'offrir l'opulence. On ne vient pas politique pour s'offrir le confort. Malheureusement, c'est la C'est situation le contraire. actuelle de notre pays. Malheureusement, ceux qui viennent, vous allez voir, c'est vraiment ancré même dans nos cultures. Quand votre frère est promu ministre, il y a la fête, il y a les clans même qui se réunissent pour venir lui présenter les félicitations. Il y a des clans qui se réunissent pour remercier Nous, les chefs de ressortissants l'État, les de... ressortissants qui viennent pour commencer à remercier le chef de l'État pour avoir élevé l'un de l'air. Voilà, c'est tout ça les problèmes. Donc parce qu'il est là, voilà, c'est notre moment, c'est notre tour. Nous allons manger, nous allons boire. C'est ça le problème qu'il faut rapidement résoudre. Et nous venons avec les cercles axiologiques, avec les actions que nous sommes en train de mener,
pour essayer un peu de renverser la tendance. Alors, je reviens sur l'élucidation conceptuelle. Le cercle, comme vous le savez, c'est une figure géométrique qui consiste à réunir tous les éléments de la géométrie. Alors, c'est fait en sorte que quand on parle des cercles, ça concerne tout le monde. Tout le monde est concerné. Politique, non politique, étudiants, travailleurs, toutes les personnes, toutes les couches sociales sont concernées par le cercle. Axiologique veut dire quoi? Axiologique veut dire ce qui se rapporte aux valeurs morales. C'est un mot français qui découle de l'axiologie. L'axiologie, c'est un concept philosophique qui explique la science des normes sociales, la science des valeurs. Et quand on dit cercle axiologique, c'est-à-dire tout le monde doit, c'est un impératif catégorique, se réunir autour des valeurs morales pour que l'on puisse transformer notre société. Or, nous sommes en crise des valeurs. Donc, le cercle axiologique, c'est la réponse à la crise des valeurs et à la crise des rationalités qui dérange les continents africains en général et notre pays en particulier. Quel est l'objectif principal? L'objectif principal des cercles axiologiques, c'est de travailler pour offrir à la société des personnes vertueuses. C'est ça l'objectif que nous Comment sommes vous en allez train de arriver poursuivre. à offrir des Pour en personnes arriver, vertueuses? Parce que ce n'est pas de la mer à boire, ce n'est pas facile. exactement, nous sommes très conscients Il y a un problème d'hommes de, ici dans notre pays. exactement, nous sommes très conscients de la situation actuelle. Vous savez, à la base, moi qui suis devant vous, je suis philosophe. Au-delà d'être coordonnateur sectoriologique, je suis enseignant à l'université de Kinshasa. Alors, ceci dit, la philosophie a engendré la psychologie, a engendré la sociologie, l'économie et beaucoup de sciences. Donc, nous maîtrisons mieux les concepts, on sait bien analyser de façon approfondie, analyse métaphysique, c'est-à-dire nous allons au-delà de ce qui est perceptible, de ce qui apparaît. Les gens sont factuels, voient des faits. Nous allons aux causes, profondeur. Le problème congolais n'est pas un problème où il faut sensibiliser la population. Vous allez perdre votre temps. Il faut faire quoi Il alors? faut sensibiliser l'élite. Madame, c'est l'élite qui accède à l'argent de la chose publique. Quelqu'un qui est pousse-pousseur aujourd'hui, vous le verrez jamais ministre. Ça, c'est ce qui est évident. Il est là, il est dans son métier, il est pousse-pousseur, il est pêcheur, vous ne le verrez jamais ministre. Est-ce que vous savez, au moins, on peut être élite, mais il y a un problème de conscience. J'étais en train d'expliquer comment arriver. Vous avez Allez-y, posé une question pertinente. allez-y. Comment arriver? Parce que si vous sensibilisez la population, c'est bien bon. Mais la psychologie sociale enseigne à ce que vous savez, la psychologie étudie des comportements. Je prends seulement la psychologie de l'enfant. L'enfant copie les comportements des parents. Comment les parents se comportent? Les gestes et les faits que les enfants, nous avons des enfants qui posent. Ils copient les comportements des parents. Les parents dansent, l'enfant danse. Il Mhm. part à gauche, l'enfant va à gauche. Les parents boivent de l'eau, l'enfant va chercher aussi à imiter. C'est ça la psychologie. Alors la psychologie sociale, dans une des acceptions, voudrait que la population suive les comportements des dirigeants. C'est la raison pour laquelle le cercle astrologique va travailler directement avec les dirigeants, qu'ils changent. S'ils changent, automatiquement la population va suivre. Je prends le secteur de la justice. Le secteur de la justice doit être une justice transitionnelle. Une justice qui ne sera pas à double vitesse. Une justice qui est exercée dans un État où on aura vraiment la possibilité de se considérer comme un État de droit. En ce moment-là, quand la justice sanctionne tout le monde, ne parvient à être au-dessus de la justice, la population va directement s'aligner pour dire que non, je vais finir comme le ministre X qui avait détourné autant se retrouver en prison. Je vais finir comme le député Y qui avait versé dans les antivaleurs qui a fini par la prison. Mais le comble est que la prison devient un lieu de blanchiment, non? Oui, De parce que blanchissement plutôt. ce qui est grave, c'est que nous sommes dans une situation telle qu'on ne saura pas élever la nation. La justice élève une nation. Toutes les grandes religions du monde sont d'accord que la justice élève une nation. Dans les Talmuds, vous les trouvez, dans la Bible, vous les trouvez, les Upanishads, vous les trouvez, la Bhagavad Gita, chez les Indiens, vous les trouvez, même le Coran le dit, la justice élève une nation. Mais lorsque la justice n'est pas appliquée comme il se doit, surtout la justice traditionnelle, la nation ne saura pas s'élever. Alors, le numéro un de la justice, c'est les magistrats suprêmes. C'est lui qui doit donner le temps. Parce que, madame, c'est le président de la République qui nomme les Oui, oui. procureurs. C'est lui qui nomme les magistrats. C'est lui qui nomme les juges, les présidents, les conseils supérieurs de la magistrature, toutes les parties, toute la composante du conseil supérieur de la Vous magistrature. venez de C'est soulever un le très bon chef de l'État aspect. qui nomme. C'est le chef d'État qui nomme les procureurs, les magistrats.
Je vous donne un exemple typique. Nicolas Kazadi a été arrêté, accusé de détournement. Dans une émission, c'est le chef de l'État qui dit, c'est le ministre le plus sérieux des finances que le pays n'a jamais connu. Ce n'est pas une manière de fragiliser la justice. Vital Kamerhe est arrêté. C'est le chef d'État dans une émission aussi qui dit, c'est un homme sérieux et intègre. Après quelques temps, il a été acquitté. Dites-nous un peu, où est le sérieux dedans? J'étais effectivement en train de dire que la configuration actuelle de notre pays, non seulement notre pays, mais tous les pays du monde, le président de la République, c'est lui le magistrat suprême. Il y a un net antagonisme. Le président nomme les magistrats, les procureurs, et le procureur est appelé à exercer le droit pour arrêter le président de la République. Un peu ce qu'a enseigné Gabriel de Montesquieu. Faire en sorte que les pouvoirs arrêtent les pouvoirs. Mais les choses sont organisées de telle sorte que les magistrats soient nommés, les procureurs soient nommés par le président de la République. Et le président de la République, en ce moment-là, est appelé à ne pas céder à certaines exigences. Le président de la République est appelé à gérer de telle sorte que tout celui qui va verser dans les antivaleurs, qui va marcher à l'encontre des prescrits, des principes fondamentaux de la justice, qui sont mis hors état de nuire. Fort malheureusement, nous ne verrons pas le chef de l'État dans les décisions. Mais la Constitution est claire, la Constitution est là. La justice est rendue au nom du président de la République, au nom du peuple, mais les arrêts des cours, c'est au nom du président de la République. Vous comprenez? La justice est rendue au nom du peuple. Mais les arrêts de la Cour, si vous lisez les arrêts, sont rendus au nom du président de la République. Cela suppose que c'est lui le magistrat suprême. Si la justice va mal, c'est à lui, il peut se réveiller un bon matin pour dire, monsieur le procureur, désolé, je ne suis pas Débarrasser le d'accord avec plancher. vous ne pouvez pas libérer ces messieurs-là quand même. Voilà, ordonnance. On vous boute dehors et puis on vous remplace par quelqu'un d'autre. Donc il peut se permettre de signer autant d'ordonnances qu'il voudra, de telle sorte que nous puissions avoir les personnes qu'il faut pour bien diriger l'appareil de la justice. Le ministre de la Justice a bien commencé. Il y a eu les États généraux de la justice. Où sont les fruits de l'État généraux, des États généraux de la justice? Vous avez suivi les syndicats des magistrats qui a Le contesté. Sénat a contesté Les farouchement. syndicats des magistrats a contesté. Est-ce que vous avez suivi des contradictions qui sont venues après les contestations des syndicats? Voilà là où se trouve le problème. Le problème est profond. Pour résoudre le problème de la justice, c'est très simple. Il nous faut le Léviathan. Le Léviathan, c'est qui? C'est ces gros poissons marins qui fait peur, Le monstre a plusieurs têtes. le monstre. Et la justice doit devenir le monstre. Et c'est lui qui va faire en sorte que la justice devienne le monstre, c'est le chef de l'État. C'est lui qui doit lever les tons, taper du poing sur la table pour dire c'est fini. Mes frères, mes amis, ma famille, mes proches, mes Et partenaires de l'union Balamai. sacrée, en tout cas, désolé, hein, on s'aligne. Qui veut, celui qui ne voudra pas respecter les prescrits de la Constitution, en tout cas, je vais laisser le procureur faire son travail. C'est de cette façon-là qu'il faudra résoudre les choses. Parce que aujourd'hui, par exemple, vous voyez, l'IGF paraît être essoufflé. Oh oui, oui. Qu'est-ce que l'IGF n'a pas fait? Mais lorsque l'IGF organisait déjà des conférences avec l'IGF, et au cours des conférences, c'est présenté clairement que plusieurs rapports sont publiés, mais l'IGF n'a pas le monopole de coercition. Il est C'est fragilisé. la justice qui doit récupérer les rapports de l'IGF, l'examiner pour arrêter ceux qui commettent des infractions. Mais voilà, l'IGF semble être fragilisé à telle enseigne que quand on voit l'IGF n'est plus ce Léviathan. Ah, qu'il publie ses rapports, on sait là où on va finir. C'est ce qui se passe actuellement. Et c'est le chef de l'État qui, en principe, doit assainir l'appareil de la justice, Mais réparer la ça traîne justice. jusqu'à Parce que présent. le chef de l'État a le pouvoir même de résurrection. Il a un pouvoir de résurrection. La justice est morte. Le chef de l'État a le pouvoir de ressusciter la justice. Il a le pouvoir de ressusciter la justice. Il faudrait simplement qu'il y ait une bonne justice transitionnelle.
Nous avons reçu Emmanuel Macron, madame, l'année passée. Il a été très clair au Palais de la Nation pour nous rappeler, ça fait 30 ans, nous n'avons pas organisé la justice transitionnelle. Oui. Macron nous a rappelé ici pour nous dire que ceux qui détournent les fonds publics, ils sont là, certains sont quand même aux affaires. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et tout ça, c'est le chef de l'État qui doit se faire entourer de très bons collaborateurs. Parlons un peu, quelles sont les activités que vous menez sur terrain? Les activités que nous menons sur terrain, ce sont des conférences, ce sont des formations. Nous animons des conférences. Euh, la récente conférence, nous avons abordé la thématique de la bonne gouvernance, où nous avons associé politique et scientifique en même temps, mais c'était une conférence purement scientifique, où l'on a réfléchi sur le leadership et la bonne gouvernance. C'était dans le cadre de sensibiliser. Nous faisons quand même d'une pierre deux coups. Nous sensibilisons davantage l'élite, parce que l'élite est celle qui accède à la gestion de la chose publique, mais nous sensibilisons également aussi la population. C'est ainsi qu'il y a des formations sur l'entrepreneuriat, des formations sur le leadership, sur le management et sur l'éthique et la responsabilité, module propre au cercle axiologique. Et là, c'est toute la population qui bénéficie de ces formations et les conférences aussi liées au même thème, entrepreneuriat, leadership et management, qui sont organisées dans ce sens-là. Et après analyse, on s'est rendu compte que les partis politiques regorgent plusieurs personnes, mais il n'y a pas une très bonne philosophie des formations des cadres et militants des partis politiques qui s'en suivent. Nous pensons qu'on peut arriver à créer la classe moyenne au travers des formations sur l'entrepreneuriat, leadership et management à organiser au sein des partis politiques. Parce qu'un parti politique, il y a 1 million de membres, les militants 1 million, et tout le monde n'aura pas de numéro matricule. C'est ça le problème avec des grands partis politiques. Chacun crie, oh, nous avons les pouvoirs. Ils attendent quoi? Les affectations. Ils n'auront jamais des En affectations. parlant de la bonne gouvernance pendant vos conférences, est-ce que vous pensez que vous ne prêchiez pas dans le désert? On ne prêche pas dans les déserts, sinon Qu'est-ce qui Christ ne prouve? serait pas venu. Il ne se serait pas retrouvé sur terre pour être Emmanuel et Dieu parmi les hommes. C'est tout un challenge. Ce n'est pas facile, je le sais, par rapport à un problème systémique. C'est la raison pour laquelle, moi, je vous ai dit que c'est l'élite. Le problème, c'est l'élite. L'élite, si elle est transformée, c'est fini. Le changement dans ces pays doit partir d'une personne qui doit fonctionner comme si cette personne-là était le Saint-Esprit. Vous voyez, le fusion. Il est en même temps, il est dans un endroit, mais il se retrouve au plusieurs endroits au même moment. C'est une personne qui doit incarner les valeurs morales, les valeurs rationnelles. Parce que, vous savez, il y a un grand philosophe de l'Antiquité, Platon, a dit, pour que la société soit juste et prospère, il faudra que les philosophes soient rois ou que les rois soient philosophes. Ce qui veut dire, c'est la valeur morale, la valeur scientifique qui doit gouverner la nation. C'est vraiment impersonnalisé. C'est une valeur, c'est un concept. Cet esprit-là, et maintenant l'esprit doit s'incarner en celui qui gère la chose publique. Pendant les conférences, vous l'animez avec qui? Non, on anime les conférences avec les membres du gouvernement, ils arrivent aussi, les scientifiques en même temps. Comme Nous avons qui? organisé une conférence avec Nous sommes curieuses de savoir comme non, qui. non, ce n'est pas question d'être curieux de savoir, c'est une question d'être informé parce que la conférence était organisée, était médiatisée. Nous avions organisé la toute dernière conférence, c'était avec Augustin Matata-Mpogno. Il était venu dans sa casquette de directeur de l'école du leadership qui se trouve actuellement à l'Université pédagogique du Congo. Dans sa casquette de professeur, il s'est présenté à la conférence comme il a l'unique école que nous avons de leadership. En parlant de Matata Pogno, vous ciblez plus, vous prenez plus sur la bonne gouvernance, le leadership. Est-ce que Matata Pogno c'est un modèle pendant que il y a le dossier Bukangalo qui pèse sur son dos, Bon, sur ses épaules? ni vous ni moi, personne ne sait ce que c'est que le dossier Bukarala. Ça n'a pas été, sa présence dans la conférence n'a pas été une pierre d'achoppement pour ceux dont vous aviez invité. Non, ça n'a pas été une pierre d'achoppement, on parlait science. La science n'a pas de couleur. Moi qui vous parle, je ne suis ni de l'opposition ni de la majorité, je suis du côté de la science, la raison. Je ne peux pas colorer ma raison, sinon elle deviendra édulcorée. On parle science, la science n'a pas de couleur. On ne parlait pas politique.
Ce n'est pas une conférence politique. Il n'était pas venu comme un président de LG de son parti politique. Non. Il vient comme professeur d'université, reconnu par l'État congolais comme tel. Il vient comme directeur de l'école de leadership. C'est une école où il forme beaucoup de gens. Il y a des cadres des sociétés qui sont formés dans cette école-là. Il vient pour donner des bases, leadership. Comme à l'église, un pasteur qui vient, qui prêche la bonne nouvelle. Il faut prendre les bons côtés de la bonne nouvelle, s'approprier de cette bonne nouvelle et être transformé pour vivre conformément à cet évangile qui est la bonne nouvelle. C'est au fait ça. Quand nous nous organisons des conférences, ce ne sont pas des individus que nous voyons particularisés pour dire voilà ceci et cela. Voilà, il faut aborder la question de Boukan Alonso. Bon, c'est quoi les dossiers? Vous êtes du média. Qu'est-ce qui est reproché à Mata Tamponi au concernant de ce Boukan Alonso? Nous ne savons même pas. Vous ne savez pas, je ne sais pas. Mais on n'a pas un dossier Boukan Alonso. C'est moi pour laquelle je n'aime pas faire les débats autour de la question parce que j'aime bien parler de ce qui est, des faits, mais plutôt que de réfléchir, avoir des raccourcis pour dire que Le dossier il y refait a, encore surface. il a fait encore en surface, Maloni Massangou a beaucoup université. il a fait, c'est tout ce qui s'est dit. Je n'entre pas dans ce genre de débat que je trouve vraiment advenu, non advenu plutôt, pour parler des choses qui ne sont pas claires. Il faudrait que la justice clarifie. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont invités. Il a été invité et puis ça fait déjà 2 fois Ça ne devait pas aussi le un dossier. acharnement à sa personne. Bon, je ne sais pas dire que c'est un acharnement à sa personne. Le problème, c'est que les dossiers doivent être clarifiés. C'est la justice qui doit clarifier. Alors, il faudrait que la justice aussi soit vraiment transitionnelle, une justice qui permette à ce que la vérité reste vérité, la fausseté reste fausseté, mensonge reste mensonge, et puis le vrai reste vrai. C'est ça la justice qu'il faut. Quelle est votre relation avec le gouvernement? La- Quand vous animez ce genre de conférences, quel est l'appui? Est-ce que vous avez l'appui du gouvernement? Est-ce que vous êtes, je ne sais pas, euh, comment je vais dire, combattu par le gouvernement? John Kennedy a dit, ne demandez pas ce que les pays doivent faire ou a fait pour vous. Réfléchissez, demandez-vous ce que vous devez faire pour les pays. Je n'entends rien du gouvernement. Ce que j'attends du gouvernement, c'est la reconnaissance de mon espèce et la reconnaissance de ce que je suis comme citoyen de ce pays. Le gouvernement l'a reconnu, c'est tout. J'avance. Je n'attends rien, ni des politiques, ni de l'opposition, ni de la majorité. J'ai un objectif précis, c'est de travailler en partenariat avec eux. Qu'est-ce que je fais? Je vais vers eux. Voilà, je viens vous proposer ce qu'il faut pour que l'on puisse améliorer telle disposition de la loi. C'est ça ma proposition. Je viens vous proposer ce qu'il faut pour le recensement. Vous êtes accueilli facilement, reçu Mais comment? facilement? Mais la raison s'impose. Je vous dis que la raison n'a pas de couleur. Et moi, je suis un homme de la raison. Je suis rationnel. Je ne suis pas de la société civile comme telle, s'il faut le dire, parce que c'est 3 branches, société civile, opposition, majorité, comme telle. Je ne m'identifie pas en opposition, je ne suis pas un parti politique, je ne suis pas politicien, encore moins politique. Je suis scientifique enseignant d'université. Ça a toujours été ainsi, hein? Je suis un ancien des grands partis politiques de ce pays. Alors, vous voyez ces livres, parce que vous avez vu, j'ai la plupart de mes livres ici. Euh, voilà, ces livres. Ces livres écrits par le professeur Moukadi Boni. Identification de la population RDC. Quelle est la solution applicable? D'heureuse mémoire, que son âme repose en paix. C'est un scientifique. Il réfléchit ce qu'il faut pour organiser le recensement. Je suis un scientifique, le livre est là, je l'exploite et je fais des propositions au gouvernement. Ce qu'il faut pour recenser la population. Parce qu'il y a un gros souci de gouvernance. Le gouvernement aura du mal à s'en sortir, comme les gouvernements qui ont précédé. Et même les gouvernements qui viendront. Aucun gouvernement ne saura bien gérer la chose publique. Pourquoi? Parce que l'État a un territoire, a des institutions et a la population. Et l'élément le plus important, c'est la population. Vous pouvez avoir le territoire sans population. Vous êtes nul. C'est la population. Mais la superficie est connue de 1945 000 km². On peut compter les institutions.
La population on est à combien? Estimée à 5 millions. Combien de femmes? Combien d'enfants? Combien de VA? Combien de jeunes? On ne sait même pas. Alors moi, je suis à Sibel, je viens proposer au gouvernement, il faut recenser. En quoi est-ce que je suis opposition majoritaire? C'est aussi ça, la manière dont on a pensé les choses dans ces pays. Que pour participer à l'élection de la chose publique, il faut être membre d'un parti politique. Non. J'ai déjà fait des propositions, ça se trouve sur la table. Au moment opportun, ils ont la liberté d'appliquer ou non. Comment ils vont refuser de le Et s'ils recevoir? ils n'appliquaient pas, ça sera un choc pour vous, une déception? S'ils n'appliquaient pas, choc ou déception, je ne dirais pas un choc ou déception, nous allons continuer à insister pour qu'ils puissent prendre à bras le corps. Madame, je prends un cas. Nous parlons de gratuité L'enseignement. de l'enseignement primaire. Au mois de septembre de cette année, il y aura une rentrée scolaire. Nous aurons combien d'enfants qui auront 6 ans, qui vont commencer l'école pour la première fois? On ne connaît pas. On n'a pas de données. Comment on ne va pas verser dans les dépassements budgétaires chaque année? Parce que les dépassements budgétaires, ce n'est pas avec Tshisekedi. Les dépassements budgétaires, ça a commencé depuis très longtemps. Les 18 ans qui sont passés, il y avait toujours des problèmes de dépassement. Jusqu'à aujourd'hui, on a des problèmes de dépassement. Même sous Mobutu, il y avait des problèmes de dépassement budgétaire. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on prévoit autant de millions de dollars pour la gratuité de l'enseignement du moment où on ne connaît même pas combien d'enfants vont bénéficier de cette gratuité? On parle de la gratuité de la maternité, c'est pour combien de femmes? À Kinshasa, c'est pour combien de femmes? Comment alors on va faire même la répartition des moyens pour la gratuité de la maternité? Maternité. Là-bas, il y a combien de femmes? On ne sait même pas. On prend de 15 à 45 ans, tranche d'âge. Combien de femmes ont 15 à 45 ans ici à Kinshasa? On ne connaît même pas. Bon, on gère quoi? Moi, en tant que cercle axiologique, je viens maintenant proposer. Je suis un philosophe. Mon rôle, c'est de me comporter comme un coq qui chante pour réveiller la société qui dort. Et la société congolaise est en train de dormir parce que la société est en conflit permanent avec la raison. Et les gouvernants sont en conflit avec la raison. Ils travaillent pour la plupart pour leurs propres intérêts. Et lorsqu'ils vont faire des propositions, ils font des propositions de façon subjective. Ils ne recourent même pas à la science qui pourrait éclairer les décisions qu'ils peuvent prendre. C'est la raison pour laquelle, madame, pour résoudre cela, le cercle axiologique va bientôt mettre en place un centre dénommé Centre national de technosciences. Je prends le cas de Elon Musk. Il n'est pas politique. C'est un homme d'affaires. Mais on l'a appelé aux affaires parce que il est dans cette optique-là où la science doit être au service de la société. La science doit transformer la société. Il n'est ni démocrate ni républicain, mais on a fait appel à lui. Certes, il a soutenu Donald Trump, mais il n'est pas républicain. En 2021, il avait voté pour Joe Biden. Il était clair, il était contre Trump. Vous comprenez? C'est en fait ça, c'est que je vais changer. Les centres nationaux de technosciences seraient une sorte de Silicon Valley à la congolaise. Olivier Sambaï, Madame, s'il s'avérait qu'aujourd'hui, vous êtes nommé ministre du Budget, des Finances, on vous donne un poste au sein du gouvernement, vous avez la grande gueule à vous suivre, est-ce que vous n'allez pas faire comme les autres? bon, déjà, c'est une très bonne question encore que vous posez. La plupart des gens me posent ces questions. Vous n'êtes pas la première. Et je dirais ceci, madame. Vous savez, hein, hum, nous pouvons avoir la facilité de dire qu'il n'y a plus de bonnes personnes dans ce pays, que c'est déjà mort. Le langage qu'on sait, non, Yone Mtoko Bongisamboko, c'est ça le langage, le slogan. Déjà, pour vous dire que à jamais, si jamais les gouvernants faisaient comme Donald Trump, de prendre quelqu'un qui n'a pas la coloration politique, mais seulement la couleur de la raison, comme Elon Musk, le faire entrer, mais il travaillera pour l'objectif du pays, pas pour ses propres intérêts. Il travaillera de telle sorte que la population se retrouve. Aujourd'hui, pour évoquer juste les points que vous avez abordés, la priorité des priorités, c'est la sécurité et la défense. C'est la base de tout. Pour preuve, à Goma, les écoles sont fermées. C'est la sécurité, la défense. Pour preuve, Bukavu est assiégé. Goma également assiégé. Pourquoi? Parce qu'il y a défaillance du point de vue de la sécurité et de la défense. Afdel a fait tomber le régime Mobutu. Pourquoi? Défaillance et sécurité et défense. La priorité des priorités, c'est la sécurité et la défense.
doter à la défense ce qu'il faut. Alors, Centre national de technosciences avec le cercle archéologique, nous allons au sein du centre, parce que tout est déjà mis en place, pour vous dire que qu'est-ce que vous faites pour le pays. Je n'ai pas à attendre moi les moyens du gouvernement pour que je commence à fonctionner. Je fonctionne. Tesla a attendu quoi du Qui est le gouvernement pour bailleur de commencer à fonds? fonctionner? Mais quand je parle sur fonds propres, vous n'entendez pas. Ça a toujours été ainsi, Je hein. suis en train de vous parler de fonds Il n'y a propres. pas un Je le répète politique derrière encore, vous, je le répète pour la quatrième fois. Sur fonds propres. S'ils fonds m'écoutent, propres. si ces politiques-là m'écoutent, qu'ils me grondent après ici pour dire que je n'ai pas mentionné son nom. Sur fonds propres, plusieurs hectares acquis pour les comptes de cercle archéologique dans le but de mettre en place les centres nationaux de technosciences. Ces centres-là vont travailler aussi sur le secteur de sécurité et défense. Madame, nous allons fabriquer des bombes, des armes dans ces pays. Vous savez, ceux qui fabriquent l'arme nucléaire, c'est l'uranium. Nous avons un centre, le centre des réacteurs nucléaires à l'université de Kinshasa. Je peux voir de l'eau. Nous avons le centre des réacteurs nucléaires à l'université de Kinshasa. Avec l'uranium, nous allons prendre l'uranium. Je suis en contact avec nos compatriotes qui ont travaillé à la NASA, qui ont travaillé chez Nissan, chez Toyota, chez Renault, qui ont travaillé dans CNRS, Centre de recherche scientifique, qui ont travaillé à la SNCF en France, dans plusieurs grosses boîtes de ce monde. J'étais récemment avec quelqu'un qui a travaillé chez Tesla. J'étais en contact il y a 2 semaines avec l'ami d'enfance de Elon Musk. C'est un Sud-Africain, parce qu'il a aussi passé un bon temps en Afrique du Sud, Elon Musk. Vous comprenez? Ce sont nos contacts du point de vue scientifique, on est en train de réfléchir. Sécurité défense, ces gens-là savent comment extraire l'uranium. Des formules physiques, chimiques existent pour fabriquer des bombes. On enseigne ça à l'université de Kinshasa, à la faculté polytechnique. Moi, je vais prendre juste les scientifiques, venez réfléchissons. Comment on fait? Madame, vous voyez les miniers. Pourquoi pas réfléchir sur l'agriculture? Mais je suis en train d'aller palier par palier. Je vous dis, la base, le fondamental, c'est cela. L'agriculture, à Goma, l'agriculture fait quoi actuellement? La priorité des priorités, madame, c'est la sécurité et la défense. Et après, vous passez à l'agriculture. Après l'agriculture, il y a l'éducation. Et c'est ça, les priorités des priorités absolues. Et quatrièmement, c'est la santé. Parce qu'il faut éduquer quelqu'un pour qu'il apprenne comment gérer la santé. Il faut éduquer quelqu'un pour qu'il comprenne comment gérer aussi l'agriculture. Sécurité, défense, parce que là, vous avez des Congolais, des compatriotes qui savent, j'étais en train de parler des miniers. Les miniers, lorsque les étrangers viennent pour extraire nos matières premières, qui font ce travail-là? Ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais qui vont chercher de l'or, du lithium, du coltan, de l'uranium. Ce sont des Congolais qui travaillent, des artisanaux, des miniers. Mais quand ils sauront que ça, c'est l'uranium, et nous allons récupérer un laboratoire, le laboratoire va travailler de telle sorte que l'on puisse avoir une arme, qu'on puisse avoir des bombes. Nous aurons des bombes chez nous. Madame, qui peut nous interdire, nous, que je le dise comme ça, Vous à voulez faire de la développer? RDC une seconde Russie ou encore la Russie d'Afrique? Mais la RDC doit être plus que même la Russie Ah d'Afrique, bon? doit être même plus que la Russie d'Afrique. Quelles sont les intentions? Mais l'intention, c'est l'intention de puissance, madame. Ah bon? Au cœur de l'Afrique, la gâchette de l'Afrique, la RDC. Vous savez, normalement, quand je parlais sécurité défense, nous avons combien de voisins? 9. Nous devons avoir une armée qui a le nombre des militaires qui représente le nombre minimum, ça doit être le nombre de tous les militaires de nos 9 voisins. Si le Congo-Brazzaville a 4000 militaires, à Kinshasa, on va avoir 4000 militaires. Ou plus, on double, 8000. Si en Angola, ils sont à 100 000, nous allons avoir la grande partie, les grands Katanga, on doit avoir 200 000 militaires. Si au Rwanda, ils ont 8000, nous devons avoir 16 000 seulement Goma. Et nous devons avoir le nombre de militaires qui représentent le nombre de tous nos 9 voisins. Le minimum doit être celui-là. Et là, nous serons une grande puissance au cœur de l'Afrique. Si vous vous dotez de la dissuasion dans votre système de sécurité et défense, personne ne va se jouer de vous. Nous n'avons pas de dissuasion dans notre armée. C'est pourquoi un petit pays comme le Rwanda se joue de nous. Nous n'avons pas de dissuasion.
Si le Rwanda sait qu'au Congo, nous avons une arme nucléaire, comme la Corée du Nord, le Rwanda ne va pas oser faire quoi que ce soit, parce qu'ils savent que si nous réactivons, nous activons, c'est fini, ça reste un désert. Et Parlons un peu de la situation sociale, économique de la RDC. Comment vous trouvez la situation sociale? la situation sociale va mal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réalisé l'alliance entre la science et la politique. C'est justement ça. Madame, dites-moi, là où se trouve un référentiel du savoir où on a réuni tous les ingénieurs agronomes qui réfléchissent pour produire le maïs à quantité industrielle. Ça se trouve dans ce pays. Nous avons 80 millions de terres arables. Qu'est-ce qu'on en fait? Absolument rien. C'est quoi la politique gouvernementale? Parce que moi, j'ai fait une analyse diachronique et synchronique en même temps. Au fil du temps, depuis 1960, qu'est-ce qu'on a produit? De façon permanente à quantité industrielle. Qu'est-ce qui manque? Ce sont juste, On nous a promis des bateaux de pêche jusqu'à présent. je suis entre les chalutiers et bateaux de pêche, ça coûte combien? 30 millions de dollars, 300 millions, on s'offre des bateaux de pêche. Les poissons sont en train de vieillir et mourir au lac Tanganyika, au lac Albert, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous comprenez? C'est parce qu'il n'y a pas l'alliance entre la science et la politique. Le cercle axiologique a la visée de réaliser cette alliance-là. Ce sont des questions qui seront résolues au Centre national des technosciences. Il y aura un département de l'agronomie. Il y aura des ingénieurs agronomes. Ne vont entrer dans les centres nationaux des technosciences que des ingénieurs. Il y aura l'Académie des hautes études technologiques. Nous allons montrer aux Congolais comment on fabrique des téléphones. Qui seront les enseignants? Les enseignants, Ils viendront de ce l'étranger. sont des Congolais qui ont... Madame, je vous explique. On admire la beauté architecturale de l'homme occidental aujourd'hui. C'est beau. Voilà Dubaï, des tours à 300 mètres. Voilà Paris, non, quoi, qu'est-ce que je dis? 800 mètres. Paris, Tour Eiffel, c'est 300 mètres de hauteur. Mais il y a 2000 ans, il n'y avait rien de tel en Europe. Rien de tel dans le monde occidental. Qu'est-ce qu'ils ont fait, madame? Ils sont allés en Égypte. C'est là où ils sont allés voler la puissance. La puissance, c'est le savoir, c'est la science. Ils ont mis en place un système pour aller puiser la connaissance en Égypte. Tous les grands penseurs occidentaux que vous connaissez, ils ont étudié tout ça, que ce soit des personnes en Égypte, de l'Antiquité. Vous commencez par Socrate. Il a tout appris en Égypte. Platon, des Aristote que vous voyez, ils ont étudié en Égypte. Après avoir puisé la connaissance, ils sont rentrés chez eux, ils se sont appropriés cette connaissance. Vous voyez le théorème de Pythagore? Le théorème n'est même pas de Pythagore. Il a appris tout ça en Égypte, les mathématiques de Pythagore, considéré comme le fondateur des mathématiques. Faux. Il a tout appris en Égypte. Ils sont allés puiser la connaissance, ils sont rentrés, ils se sont appropriés cette connaissance, ils ont commencé à travailler sur base de ça, à performer cette connaissance. Les voilà aujourd'hui, on admire la beauté architecturale du monde occidental. C'est ce que nous aussi devons faire. Nous devons voler ce qui fait l'irréductibilité de l'homme occidental. C'est la science, madame. C'est la technologie actuellement. Quand je parle Centre national de technosciences, la science et la technologie mises ensemble, c'est qui va produire des résultats qui vont transformer ces pays à tous les niveaux. Et là, vous trouverez des réflexions qui vont créer maintenant des sociétés. Dans les domaines des Vous n'avez pas peur télécommunications, du combat? quel combat, madame? On vous dit, réfléchissez comment vous allez produire des maïs en quantité industrielle. C'est quoi le combat? On a 80 millions de terres arables. Le combat avec qui? On dit, on réfléchit comment l'uranium qui se trouve chez nous, venez apprendre comment on exploite les matières premières, les minéraux. Ils extraient les minéraux et puis on fabrique des bombes. Le combat contre qui? Parce que c'est chez nous-mêmes. Et nous sommes 100 000 qui apprenons cela. Il y aura l'Académie des hautes études technologiques. Et nous allons, dans un premier temps, faire exactement ce que je viens de vous dire, ce qu'ont fait les Occidentaux. C'est pas un rêve, ça. Bon, I have a dream, c'est le grand pasteur Martin Luther King. Ce rêve-là, c'est réalisé. C'est quoi les rêves américains? I have a dream. Ça s'est réalisé. Vous appelez ça rêve parce que nous évoluons, nous naviguons à vue. Les Congo avancent, on ne sait pas où on va, mais on y va quand même. C'est ça le problème. On navigue à vue. Demandez à tous les membres du gouvernement, même du temps de Kabila, du temps de Mobutu, et aujourd'hui du temps de Tshisekedi.
Ils ont quel projet à réaliser dans 10 ans? Et comment ils évoluent ces projets-là? À quelle fréquence? Il n'y en a pas. Je prépare ma thèse de doctorat sur la logique prospective. Nous devons être en mesure de penser les futurs à partir du présent. C'est ça le sujet de ma thèse de doctorat. La logique prospective. Comment à partir d'aujourd'hui on peut penser les Congo en 2035? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour que nous puissions le réaliser? C'est ça que font les Occidentaux, madame. Quand on parle de COP 29, 30, ils ont commencé à réfléchir sur ça à partir de 1994. Ils réfléchissent chaque année comment gérer le climat. Ils ont mis des objectifs, ils évaluent ça. Lutte contre ceci, lutte contre cela dans 50 ans. Depuis 1980, ils ont mis ça en place. Mais nous naviguons à vue. C'est pourquoi facilement on peut dire que c'est un rêve, c'est irréalisable. Je suis dans une méthode scientifique. En parlant de la situation sociale et économique du pays, est-ce que c'est un problème d'homme, c'est un problème de compétences ou de la manque de la culture managériale? Toutes les trois choses que vous avez dites, ça se trouve dans l'homme. En résumé, c'est un problème d'homme. L'homme qui n'a pas de compétences techniques, de compétences rationnelles et de compétences éthiques. C'est ça le problème congolais. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il y a des gens qui ont des compétences techniques. Vous pouvez beau avoir la compétence technique. Écoutez les Français que je suis en train de parler. La réflexion que je suis en train de produire. Ah, on va me faire confiance. En tout cas, si on le met là, il va faire quelque chose. Avant moi, il y a des gens qui ont pu aussi produire des discours très séduisants. On s'est dit, celui-là, s'il entre dans les affaires, il va changer les choses. Mais on les a vus être transformés négativement au fil du temps. C'est ça le problème. Et la plus grande compétence qu'on doit avoir, madame, ce sont les compétences éthiques. Parce que si éthiquement vous êtes assis, il n'y a rien, personne qui peut changer vos valeurs morales. Les valeurs culturelles, les valeurs sociales, ça change difficilement. Et nous avons une crise des valeurs. C'est pourquoi je parle cercle axiologique, les valeurs morales. Quand on a les valeurs morales difficiles, et on va, parce que les compétences techniques, on l'acquiert à tout moment et facilement. On obtient des compétences techniques. Vous savez qu'il existe des renforcements des capacités. Ce sont des compétences techniques. Mais si en vous, vous n'avez aucune valeur morale, les compétences ne vont servir à rien, ne vont pas servir les autres. C'est tout ça les problèmes congolais que nous avons. C'est la raison pour laquelle les problèmes congolais étant les problèmes d'hommes, nous sommes en train de travailler de sorte que cet homme-là s'ouvre à la philosophie. C'est vraiment de l'anthropologie philosophique aussi que nous sommes en train de faire. Parlons de la situation sécuritaire du pays. Quel jugement rendez-vous à cette situation? Bon, la situation sécuritaire, il y a eu des erreurs du passé. Les erreurs du passé sont exactement ce que je viens d'évoquer parce qu'on a minimisé la sécurité et la défense. On n'a pas accordé la priorité à la sécurité et la défense, madame. Vous voyez la situation sociale des militaires, on l'a minimisé. On était sous embargo, je peux comprendre. C'est ce qui nous a fragilisés au fil du temps. Mais l'embargo a été enlevé. Les armes aussi, on ne les achète pas comme des chemises. On part en Turquie, on ramène des tonnes et des tonnes de chemises qu'on va porter. Non, c'est tout un processus. Et on a minimisé vraiment le secteur de sécurité et défense. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons dans cette situation. Qu'à cela ne tienne, cette crise, comment la résoudre? Parce que tous les jours, les gens sont en train de réfléchir comment résoudre cette crise. Il fallait négocier avec les rebelles depuis Bunagana. Le chef de l'État dit non, je ne négocie pas avec les M23. Attendez, s'il vous plaît. Le fait d'inviter les M23 ici, lorsque Gilbert Kakonde fut ministre euh, de l'Intérieur, je crois, ou de la Défense, quelque chose comme ça, c'était une bonne idée. Euh, Loger dans le je confort venais de parler des pendant erreurs, 14 mois. je venais de parler des erreurs du passé. Vous comprenez? Les problèmes est là, il faut résoudre les problèmes. On remonte, on trouve les racines du mal, les racines de ces problèmes. Dès qu'on les détecte, on cherche maintenant comment résoudre les problèmes. Ce sont des erreurs du passé. Le problème est là, comment les résoudre. Parce que si on revient encore sur cela, voilà ce qui était passé. Les gens sont en train de mourir. On doit passer le temps à dire que non, les M23 étaient passés ici, non.
ce qui s'était entendu, on ignore et personne ne l'a révélé. Ni côté Union sacrée, ni le chef de l'État lui-même ne nous a pas dit c'était quoi les deals. Les Il a M23 dit qu'il ne eux-mêmes, savait pas qu'il était ici. il n'y a pas de souci. Il ne Les savait pas. M23 eux-mêmes, jusqu'aujourd'hui, personne n'a dit quoi que ce soit. Ils revendiquent quoi? Si eux-mêmes lèvent ce qu'on a, ils revendiquent quoi? Ils ne l'ont pas dit ouvertement à la télé. Jusqu'alors, ils revendiquent quoi? Qu'est-ce qu'ils revendiquent pour que les gens meurent aussi gratuitement comme ça? On ne sait même pas. Alors, étant donné que c'est démontré par A plus B, que c'est le Rwanda qui est derrière le M23, la cause est révélée. Nous avons les résolutions de l'Union européenne, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui citent le Rwanda nommément comme auteur, comme parrain. Alors, la résolution même de l'Union européenne est plus forte que celle du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Union européenne a qualifié l'armée rwandaise d'une armée terroriste, madame. Qu'est-ce qu'on fait des terroristes? On les traque, on les détruit, on les extermine. C'est ça. Et l'armée rwandaise est qualifiée d'une armée terroriste. Alors, dans une situation de guerre, parce que nous sommes attaqués par une armée étrangère qui se cache derrière les rebelles de M23. Parce que, qu'on se le dise, au sein du M23, il y a aussi des Congolais. Corneille Nangaa n'est pas ougandais, encore moins burundais, Et encore moins Congolais. rwandais. Il est congolais de père et Et de de mère. mère. Avec Corneille Nangaa et au M23, il y a des Congolais de père et de mère. Mais il y a aussi l'association des Rwandais. Les Rwandais se cachent derrière cette rébellion pour nous attaquer. Nous sommes en guerre, comme l'a dit la première ministre. Effectivement, nous sommes en guerre. Comment on résout ce genre de situation? Deux possibilités. Soit on négocie, soit on riposte. S'il faut négocier, il faut partir en position de force. Mais le chef de l'État ne veut pas la négociation. Oui, il ne veut pas la négociation. Soit on part en position de force, soit on part en position de faiblesse. Et au stade actuel, s'il faut négocier, nous sommes en position de De faiblesse. faiblesse. Nous allons nous soumettre aux exigences de M23. On a beau crier brassage et mixage, ça sera pire que ça. Parce qu'on va négocier avec les M23. Soit on accepte, si on n'a plus d'autres cartouches, on doit se plier au nom de la paix. Prenez ce que vous voulez, foutez-nous la paix. Si on n'a plus d'autres cartouches, à ce moment-là, on doit accepter de négocier à genoux comme Zelensky. C'est normal, Zelensky n'a plus de cartes. Le président ukrainien n'a plus de cartes. Il a accepté de s'agenouiller en position de faiblesse, de négocier au nom de quoi? De la De paix. la paix. Parce qu'on n'avait plus de cartes. Et on le lui a dit ouvertement au bureau ovale aux États-Unis. Monsieur, vous n'avez plus de cartes. Vous n'avez pas de cartes, il ne faut pas vous gaillardir. Il ne faut pas être orgueilleux alors que vous n'avez rien. Et les territoires acquis par la Russie vont rester en Russie parce que Zelensky est dans une position de faiblesse. Deuxième possibilité, c'est la riposte. Comment on riposte en cas de guerre, madame? On a deux possibilités. On riposte du point de vue de la diplomatie et on riposte aussi du point de vue de l'armement. Le cas qui est le nôtre, on est en train de riposter du point de vue diplomatique. Mais la riposte diplomatique n'a pas de conséquences immédiates. Ça a des conséquences à moyen et à long terme. Et à moyen terme, c'est quoi? C'est que si on sanctionne les pays agresseurs, il va se trouver asphyxié. Et au moment où je vous parle, la Russie est asphyxiée économiquement. Et les États-Unis, qui, à travers Donald Trump, qui tend la main à la Russie n'a pas hésité. Parce que la Russie est asphyxiée économiquement. À quoi? À moyen terme. La Russie a été sanctionnée à partir de septembre 2022 jusqu'à ce jour, seulement 2 ans, asphyxiée à moyen terme. Ça peut aller à long terme pour qu'elle soit totalement détruite, peut-être qu'il faut encore 5 ans. Vous comprenez? Et ça, les conséquences des sanctions. La Russie est sanctionnée, mais c'est à moyen terme. Le Rwanda est sanctionné, mais nous n'aurons pas de conséquences immédiates. Il y aura des conséquences à moyen terme pour asphyxier ou détruire, anéantir totalement le Rwanda. Vous voyez l'orgueil du Rwanda, c'est même c'est aussi l'orgueil de la Russie. Je me fous de vos sanctions. Vous me sanctionnez, moi aussi je vous sanctionne. Moi aussi je coupe la coopération avec la Belgique, je coupe la coopération avec l'Allemagne, avec l'Angleterre. Mais c'est l'attitude qu'elle est en train d'adopter parce que les sanctions n'ont pas un caractère contraignant, madame. On vous sanctionne, oui, j'accepte, et après. J'accepte et après. Alors, ce qui reste à ce moment-là, c'est de l'armement.
côté armement. Et nous n'avons pas de carte en main du point de vue armé. Nous n'avons pas de carte en main. Nous n'avons pas l'armement qu'il faut pour combattre. Il faut faire quoi? Il faut demander de l'aide. De l'aide au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique, l'Union européenne en même temps. Mais si nous ne trouvons pas de l'aide, Mais apparemment, nos voisins sont un peu méfiants. vous allez comprendre pourquoi ils sont méfiants. Si on n'a pas de l'aide, on va encore dans la racine. La racine, c'est toujours le monde occidental. Nous n'avons pas de carte à main. Il faut négocier comme Zelensky au nom de la paix. Alors, la différence entre nous et eux, c'est que les États-Unis ne sont pas derrière la Russie pour écraser ou anéantir l'Ukraine. La Russie a des sols rares. Alors, avec nous, qu'est-ce qu'il faut, madame? Il faut parler par carte mais il faut négocier avec les États-Unis. Alors, le gouvernement de l'Union nationale n'est pas une solution. Le gouvernement national n'est pas une solution pour le moment. Parce que le gouvernement union nationale, il faudrait a priori, a fortiori, parce que le gouvernement union nationale arrive avec une finalité d'offrir la paix, de résoudre les problèmes. Or, nous, notre problème, nous avons deux types de problèmes. On a une crise politique, c'est vrai, parce qu'on commence aussi à avoir la crise sociologique avec tout ce qui se passe. Et nous avons la rébellion, deux choses en même temps. Pour résoudre ces problèmes, en mettant en place le gouvernement de l'Union nationale, il faudra faire quoi, madame? Il faudra dialoguer avec les M23. Vous voyez, en 2003, accord de Sound City, Oui, on a négocié avec les avec rebelles le et c'était rebelle. la paix. Vous comprenez? Il faut dialoguer, accepter de se plier avec les rebelles. Monsieur Olivier Sambaï, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est qu'il faudra, Regardez la caméra. mon mot de la fin, c'est qu'il faudra avancer dans l'optique de la riposte. La riposte rigoureuse à deux volets, du point de vue diplomatique, ça fonctionne. Il faut pousser encore avec les États-Unis pour qu'ils nous apportent de l'aide qu'il faut pour la sécurité, installer pourquoi pas la base militaire aussi dans notre pays et aussi négocier au niveau de la sous-région. Beaucoup des pays au niveau de la sous-région ont reçu l'ordre de ne pas soutenir la RDC et nous sommes partis chez celui qui a donné l'ordre, qu'il puisse nous écouter et nous soutenir. Je suis de cœur avec tous ceux qui sont au four et au moulin, qui sont en train de se battre pour trouver la paix, mais qu'ils prêtent aussi oreille attentive à tout ce que nous sommes en train de leur écrire et à tout ce que nous sommes en train de dire, qu'ils prennent en considération, parce que tout ce que nous disons, c'est pour le bonheur du Congo. Si nous avons la guerre, la Silicon Valley à la congolaise ne sera jamais mise en place comme nous sommes en train de le prôner à travers les plaques géologiques. Nous n'aurons pas la NASA à la congolaise si nous avons la guerre. C'est pourquoi nous sommes en train de faire toujours des propositions, que nos propositions soient entendues, soient écoutées. Surtout le chef de l'État, c'est lui qui a la puissance même des résurrections. Même il y a des secteurs qui sont décédés dans ces pays, il est capable de les ressusciter. La justice est morte, comme on l'a dit. Le chef de l'État est le seul capable de ressusciter la justice en nommant des personnes qu'il faut, à la place qu'il faut, pour qu'il puisse rester sur sa vision, qui ne peut être que la vision de transformer les pays. Voilà ce que je peux donner comme mot. Monsieur Olivier Sambaï, merci. C'était pour nous un honneur de vous recevoir dans le cadre de ce magazine Actu 60. Merci beaucoup, madame. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous rappelons que nous recevions pour vous le coordonnateur national du cercle axiologique, monsieur Olivier Sambaï. Avec lui, on a parlé sur les activités que mène cette organisation, les objectifs assignés, et puis on a eu à discuter sur d'autres questions d'actualité. C'était une émission à bâton rompu. Merci à ces deux Enoch qui nous ont aidés à la réalisation de cette émission. Merci à des anges à la régie. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC, que Dieu se souvienne de nos frères et sœurs qui tombent au jour le jour à l'est du pays et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.